Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de votre présence. Et merci notamment à ceux qui permettent une accessibilité technique complexe, notamment Stéphanie, qui n'est pas avec nous, mais qui est avec nous en termes d'interprétation, et sa collègue qui va permettre d'assurer ce travail d'interprétation. On est réunis donc pour les rencontres de lancement de cette communauté mixte de recherche citoyenne sur l'exercice des droits humains des personnes vulnérabilisées par la vieillesse, la maladie, le handicap. Un projet donc, que nous avons proposé maintenant il y a 1 an à l'IRESP, qui a été retenu, projet qui a été proposé donc par la coordination de la démarche Cap Droit, qui est en grande partie présente aujourd'hui, en partenariat avec de nombreuses équipes qui sont en partie représentées également aujourd'hui, et puis quelques partenaires institutionnels spécifiques. Donc, on a prévu pour ces rencontres de lancement de prendre d'abord un petit moment ce matin, d'une heure, d'une petite heure, pour que chacun, chacune puisse se présenter en donnant les raisons de sa participation à la communauté mixte, à cette communauté mixte, et puis en donnant aussi ses attentes, hein, quelle que soit la place des uns et des autres. Hein. Cette communauté mixte, elle est mixte d'abord dans le fait qu'il y a des chercheurs qui proviennent du monde académique, il y a des chercheurs qui proviennent du monde de l'expertise d'usage, il y a des chercheurs qui viennent du monde de l'expertise de la relation d'aide. Donc, depuis sa place, chacun, chacune pourra se présenter en donnant les raisons de sa présence et puis ses attentes. On a prévu ensuite d'ouvrir cette première journée autour du thème de la capacité juridique universelle, en considérant que c'est l'élément, l'un des éléments, l'un des 2 pieds de cette communauté mixte de recherche, le pied, on va dire, d'interpellation, c'est l'article 12 de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, qui est le point de naissance historique de Cap Droit. Et donc, c'est bien l'interprétation d'une capacité juridique universelle qui est l'objet fédérateur initial, de par la controverse qu'elle suscite, mais d'abord l'intérêt qu'il suscite. Et on a besoin d'approfondir ensemble, collectivement, qu'est-ce qui est en jeu avec cette question de la capacité juridique universelle. Et on prendra ce matin le temps avec Marie Baudel, qui est en face de moi, avec Eleanor Flynn, qui est en Irlande, avec Stéphane Michelin, qui est à Toulouse, de se remettre en tête cette question de la capacité juridique universelle, et puis d'avoir peut-être un premier petit débat, échange sur l'importance que cette notion peut avoir pour les uns et les autres. Et puis cet après-midi, on déclinera concrètement les difficultés posées par une telle approche des droits humains par la capacité juridique universelle à travers 2 thèmes très actuels liés au contexte sanitaire et à la pandémie. Et puis demain, nous réfléchirons plutôt ensemble à la dimension de
de recherche citoyenne, de recherche participative, de recherche impliquée, avec notamment la présence, à un moment dans la journée, de plusieurs groupes locaux Cap Droit qui depuis 2 ans maintenant, ont travaillé sur des thèmes, en l'occurrence, liés à l'autonomie de vie, à la prise de décision, à l'accès au logement. Et ça nous ouvrira vers la CONFCAP. On se disait, la CONFCAP, elle préexiste à la communauté mixte, mais on invite bien sûr les parties prenantes de cette communauté mixte à accompagner cette conférence citoyenne dans les jours qui viennent, mais aussi dans ses suites. Les productions qui seront issues de la CONFCAP, on se les redit un peu collectivement en coordination Cap Droit, ça sera peut-être les premières productions collectives de cette communauté mixte. Donc, c'est bien sûr en articulation. Cette communauté mixte nous offre aussi la possibilité de continuer à donner du souffle à cette démarche Cap Droit. Et juste pour ça, on est heureux que vous l'ayez rejoint et de l'élan que ça nous donne aussi par rapport à la démarche Cap Droit. Je m'arrête là et puis pour permettre de lancer un peu un petit tour de table, d'abord avec ce micro, je crois que c'est le plus sûr pour les raisons techniques. Et à partir de ces deux éléments assez rapides, qu'est-ce qui vous a donné envie et quelles attentes? Donc, c'est moi qui commence. Très bien. Donc, moi, je m'appelle Audrey Parron, je suis sociologue. Je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse. Voilà, donc de Toulouse. Alors, mes motivations pour participer à cette communauté mixte, alors c'est dans une logique, en fait, par rapport à mes recherches. Alors, j'ai fait une recherche doctorale en santé mentale. Et je m'étais posé la question notamment de l'autonomisation des jeunes adultes. Et il y avait toute cette question autour de quelle place pouvaient prendre ces jeunes adultes dans on va dire, leur parcours, dans la prise en main en fait, de leur parcours de soins. Donc, l'autonomie entendue aussi en tant qu'accompagnement dans les services dédiés à la santé mentale. Voilà, donc, à la suite de ça, j'ai poursuivi mes recherches dans le champ du handicap et du handicap psychique chez les jeunes. Et là aussi, en termes de parcours d'accompagnement, je m'interroge toujours sur la place des usagers dans ces institutions d'accompagnement. Et alors là, en l'occurrence, plutôt infanto-juvénile, mais voilà, ça reste dans le champ de la jeunesse. Donc, mes intérêts ici, c'est vraiment discuter, poursuivre en fait mes centres d'intérêt, de les partager et surtout voilà, avancer en fait dans ces démarches scientifiques, mais plus maintenant citoyennes, c'est-à-dire comment on peut faire de ces recherches académiques un dialogue avec des enjeux davantage citoyens. Voilà. Bon, ben, je vais laisser je poursuivre le tour de table. Bonjour, donc je suis Sandrine Amaré. Là, je suis au nom, on va dire, membre du collectif Soif de connaissances. Je dois présenter Soif de connaissances rapidement. Une équipe, voilà, un collectif qui a été monté par la Fédération des acteurs de la solidarité, un organisme de formation qui est Océlia, et puis l'Odénor, voilà, qui se situe sur Anora et essentiellement à Lyon et à Grenoble. Voilà, donc je suis membre de ce collectif. Ce collectif est très engagé. Donc, il y a 4 collèges à l'intérieur, personnes qu'on appelle ressources, professionnels, travailleurs professionnels de la formation, travailleurs sociaux et chercheurs. Et dans ce collectif, très engagé sur les questions de précarité. Et non moins, quand je suis arrivée à Océlia, qui est l'organisme de formation, et donc je suis directrice de la formation supérieure et la recherche là-bas, on m'a demandé d'intégrer ce collectif pour ouvrir au champ du handicap. Voilà, donc aujourd'hui, si je suis là, si Soif a rejoint la communauté mixte de recherche, c'est avec aussi cet intermédiaire-là. L'idée, qu'est-ce que je pourrais rajouter, c'est que ce qui m'a amené, moi, personnellement, c'est les gens à la communauté mixte de recherche, et en particulier des gens comme Sylvie, Benoît, que j'avais côtoyé par ailleurs,
Après, c'est effectivement le collectif SOIF et son ouverture au handicap. C'est la dimension internationale de la communauté mixte qui m'intéressait aussi. Et enfin, c'est la confrontation des points de vue aussi. Moi, aujourd'hui, chercheur, mais et formatrice par ailleurs, et avant éducatrice spécialisée. Donc, tout ça, voilà, m'a, je pense, suffisamment motivée pour venir ici aujourd'hui et à la communauté mixte, entre autres. Voilà, moi, ce qui m'intéresse dans, on va dire, Cap Droit et la communauté mixte, c'est tous les enjeux de publicisation. Voilà. Donc, bonjour, Jennifer Fournier. Moi, je suis aussi chercheure, maîtresse de conférences ici à Lyon 2, en sciences de l'éducation. Et mes travaux portent sur les questions d'accès à l'intimité, à la sexualité. Pour les personnes en situation de handicap, je me suis intéressée aux personnes qui vivent en établissement et aux contraintes du coup qui sont les leurs pour pouvoir avoir une vie intime et une sexualité librement choisie, si je peux le dire comme ça. Et puis à la suite de ces premiers travaux, j'ai travaillé avec, mais j'en parlerai demain, j'ai travaillé avec des personnes adultes avec une déficience intellectuelle et on a co-construit un projet de recherche et un projet de formation et où ce sont ces personnes qui sont aussi formatrices sur les questions d'intimité et de sexualité. Et donc voilà, moi je ne connaissais pas Cap Droit, j'arrive et on s'est rencontrés avec Benoît et je pense que les démarches que je mets en place et en tout cas la façon de travailler qui m'intéresse rejoint assez les préoccupations. Donc voilà, moi peut-être ce que j'attends, c'est aussi de pouvoir continuer à discuter autour de ces objets-là qui, moi, m'intéressent particulièrement en élargissant un peu le cercle des personnes avec lesquelles je travaille. Merci. Bonjour, Pierre Houtier. J'ai commencé dans la mouvance Cap Droit avec la première ConfCap il y a quand même quelques années et j'y reste proche depuis des années. J'ai participé à un certain nombre de programmes de recherche associés. À côté de ça, j'exerce depuis plus de 20 ans des mesures de protection majeures, plus qu'à mi-temps. Puisque mon autre mi-temps est consacré à l'enseignement, beaucoup dans le secteur du soin, du médico-social et des mesures de protection. Et mon engagement, en fait, correspond à un engagement précédent depuis 15 ans pour que, sur le plan national, pour que les mesures de protection soient le plus capacitaires possible et pour aller explorer vraiment ce que ça veut dire d'exercer une contrainte légale à l'égard de gens qui ne vont pas bien par principe, mais en étant un support pour justement l'expression de leurs droits, l'exercice de leurs droits. Et en allant vachement loin dans la nuance, parce que associer contrainte, soutien, accompagnement, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça échappe à tous les slogans qu'on peut entendre, toutes les visions un peu courtes d'esprit. Et donc, je suis passionné par ce champ-là, comment les gens qui vont le moins bien possible peuvent être reconnus comme citoyens et peuvent exprimer une volonté, aussi fracturée soit-elle. Et enfin, je suis de toute façon convaincu que la connaissance n'appartient pas à une élite et toutes mes actions, tant dans l'enseignement que de professionnels, vont dans le sens que la production de connaissances et le savoir doit se partager entre tous. Donc, la mixité des équipes Cap Droit m'a toujours extrêmement intéressé à cet égard aussi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Arnaud Béal, je suis psychologue social, enseignant-chercheur à l'école des psychologues praticiens. Du coup, quelles sont les raisons de ma présence ici? C'est un peu dans la continuité de ma participation à Cap Droit et à la première phase et à cette deuxième phase, et puis en tant que membre de la coordination Cap Droit. Et donc, je suis aussi le référent du groupe du groupe local, c'est pas vraiment un groupe local, mais groupe territorial de Lyon et de ses environs. Donc voilà, tout est un peu à inventer, à construire. Si on a pensé ça en amont pour pouvoir obtenir le financement. C'est aussi une communauté mixte qui a inventé et donc on va la créer en marchant, quoi, en quelque sorte.
Et donc, voilà, moi, ce qui me motive continuer à rester dans cette démarche, c'est la rencontre, les dialogues et la richesse de tous ces échanges. Et puis oui, comme tu disais, l'importance qui est donnée à la parole, à l'expérience, au savoir issu d'expérience des personnes concernées, soit directement, soit indirectement. Et le fait que voilà, les universitaires, les chercheurs professionnels sortent un petit peu de leur entre-soi, moi, ça me fait du bien. Et je pense que ça fait du bien de manière globale à la société d'aller dans ce sens-là. Voilà, j'en dirai pas plus et je passe la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Hélène Chiron. Je suis chargée de mission depuis quelques mois maintenant en soutien à la coordination Cap Droit et je rejoins du coup le soutien à la coordination de la communauté mixte. Donc voilà, je suis contente de démarrer avec vous ces premières rencontres. Je risque d'être un petit peu en aller-retour, notamment de préparation pardon, de la logistique et de la conférence qui arrive. Donc, si vous me voyez passer et faire des allers-retours, je m'excuse. J'en profite quand même pour présenter rapidement, pour vous voir, Amaury et Laura qui donc, ont été en stage et sont toujours en stage jusqu'à la fin du mois de juillet avec nous et qui voilà, ont beaucoup contribué à mettre en place un certain nombre d'éléments logistiques. Donc voilà, que vous les voyez, je les présente à leur place. Et je passe la parole à Jacques. Bon, je me présente, je connais handicapé mental, on va dire. Et bon, c'est vrai, ce cadre, ça fait un petit moment. On va dire, si je suis là, on va dire, bon, c'est pour faire avancer, on va dire, les recettes pour le handicap. On va dire, le côté handicap mental, c'est pas connu du tout. Automatiquement, on va dire, on est une équipe pour faire connaître. Et je suis dans l'eau, automatiquement. Et après, bon, tout quand on vous a dit les noms, je retiens jamais parce que j'ai mis en dessous, alors automatiquement. C'est pas moi, je vous dire, je suis là ou là ou là. Je vous laisse. Bonjour, moi je m'appelle Isabelle Miranda, je suis curatrice. Je trouve que c'est plus joli que mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui me parle beaucoup moins à moi et aux gens que j'accompagne. Et ma présence ici, c'est vraiment dans le côté mixité de recherche et vraiment dans l'idée de se dire qu'on peut tous apporter effectivement un petit peu de notre élément et aussi pour montrer que les professionnels au quotidien, essayent de mettre du sens et essayent aussi de chercher à faire mieux. On n'est pas que dans le faire et on essaye aussi de développer une pratique et une réflexion autour de sa pratique. Et on est souvent aussi bien seul sur le terrain et très loin des gens qui font de la recherche. Et je trouvais que c'était intéressant de faire ce lien entre le terrain et les idées et de faire diffuser ces idées voilà, parmi tout le monde. Voilà, c'était la raison de ma présence ici. Oui, bonjour, je suis Radoslav Gruev, je suis docteur en sociologie et je représente, avec Jean-Philippe Bureau-Durandal qui va venir un petit peu plus tard dans la journée, le réseau d'études internationales sur la citoyenneté, sur l'âge de citoyenneté et l'intégration socio-économique, le REACTIS, qui est un réseau de chercheurs et quelques professionnels, dont Isabelle, à côté de moi. Et donc, nos liens avec la démarche Cap Droit sont... Bon, ont vraiment commencé à réellement se tisser l'année dernière, en 2020, donc juste en février, c'est le dernier mois du monde normal, quand on a fait notre 6e colloque à Metz. Et actuellement, on mène une très grande étude de comparaison internationale sur 18 pays, dont je vous parlerai tout à l'heure, cet après-midi.
et dont je suis le coordinateur général et en plus chercheur pour le côté pour la Bulgarie. Et voilà, donc je reviendrai plus tard dessus. Et donc du coup, mais pendant le colloque, on avait justement initié cette idée aussi de réfléchir aux convergences et aux divergences des deux champs, donc du champ de l'avancée en âge et du champ de l'handicap, notamment avec Patrick Fougeroulas, Maria Soledad Cisternas, qui est là, l'experte, qui est l'envoyé spécial de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, et ainsi de suite. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie Baudel. Je suis jeune docteur en droit public, puisque je viens tout juste de soutenir ma thèse sur le droit international et la santé mentale. Et dans ce cadre, j'ai beaucoup travaillé sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et sur ce nouveau paradigme autonomiste qui découle de cette convention. J'ai également travaillé sur le projet Quality Rights de l'OMS, sur l'amélioration des services de santé mentale dans une perspective de respect des droits humains. Et donc, je suis très intéressée et je remercie Benoît Hervaux à ce titre de m'avoir permis de rejoindre cette communauté mixte de recherche. Tout d'abord parce que ça s'inscrit dans la continuité de mon travail de thèse, également parce que ça permet d'interroger des modes de recherche juridiques où là, je rejoins cette idée d'entre-soi. Donc, ça va permettre de sortir de cet entre-soi de juriste où on est peut-être très technique, mais on oublie parfois des débats sociétaux et également les pratiques et le terrain. Voilà, sur comment les choses se passent. Et puis également, cette démarche citoyenne permet aussi d'apporter du sens à des recherches juridiques. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. Oui, bonjour, mon nom est Jean-Philippe Cobot. Je suis enseignant-chercheur en éthique médicale à l'Université catholique de Lille. J'ai rejoint la démarche Cap Droit depuis déjà quelques années à travers un intérêt à la fois pour, dans le domaine de l'éthique, une réflexion et une démarche toujours très ancrée dans les pratiques et en lien avec les acteurs, plutôt que dans une perspective très, très normative. Et donc, c'est assez naturellement que, notamment avec Benoît, etc., on s'est rejoint sur un certain nombre de questions qui innervent aujourd'hui la démarche Cap Droit et puis cette communauté de recherche, mixte de recherche, qui, moi, m'intéresse alors à la fois par les questions qu'elle aborde et qui sont discutées depuis quelques années dans le cadre de Cap Droit, mais aussi pour l'autre versant qui est lié, c'est de réfléchir sur les conditions et les modalités d'une recherche participative, d'une autre forme ou d'autres formes de construction du savoir avec les acteurs. Et donc, dans cette perspective de communauté mixte de recherche qui a été instaurée d'une certaine manière, ça c'est aussi intéressant de le ressouligner par les initiateurs et notamment la CNSA, dans cette perspective de créer les conditions d'une recherche participative, de pouvoir vraiment se pencher sur les modalités, sur ce que ça représente, sur ce que ça signifie, etc. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, ce projet, dans le décours de ceux qui ont déjà été menés, tout à fait vient à point nommé pour approfondir ces questions-là. Et donc, je suis aussi un peu le coordinateur de plusieurs intervenants, plusieurs acteurs, plusieurs personnes, groupes locaux dans la région des Hauts-de-France qui réfléchissent aussi sur ces questions. Bon, bonjour, moi je m'appelle Sylvie Daniel, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. Je suis en fonction d'encadrement sur des centres d'hébergement et de réinsertion sociale depuis une dizaine d'années, qui sont spécialisés sur l'accueil de personnes en sortie de psychiatrie adulte avec des troubles de santé mentale sévères, et puis quelques mois sur un autre établissement en sortie de détention. Voilà, un volet d'accueil de 78 personnes, pour la plupart qui ont des obligations judiciaires.
injonction de soins, port du bracelet électronique, aménagement de peine, placement extérieur ou contrainte de soins. Voilà, donc ma pratique, elle se situe en permanence dans à la fois le développement capacitaire, la participation et en même temps dans la prise en compte de ces obligations qui viennent mettre en permanence en tension l'accompagnement social. J'ai passé un master ici à l'Université Lyon 2 il y a quelques années. C'est comme ça que je suis rentrée dans le programme Cap Droit. Donc, je fais partie de la coordination depuis le début. J'ai participé à la première phase. On a monté un groupe sur mon établissement. Là, j'accompagne un deuxième groupe local qui viendra vous présenter ses travaux demain. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pourquoi je suis là? Bon, je suis là parce que forcément, à la fois à titre informatif, je suis toujours très intéressée pour pouvoir améliorer ce qu'on peut conduire dans mon champ, et en même temps parce que je crois que j'aime profondément en permanence être dérangée. Voilà. Et donc, je ne suis pas déçue depuis toutes ces dernières années. Bonjour, Valérie Lemar, je fais partie de la coordination depuis 2017, je crois. Je suis usagère-chercheur dans le cadre du projet Cap Droit, et donc je suis intéressée par les droits humains des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap et la dépendance, puisque à titre personnel, je suis touchée comme un certain nombre de mes pairs, et donc je voudrais savoir comment les choses pourraient évoluer pour que ça se passe au mieux pour les personnes concernées. Et à ce titre, les rencontres de la communauté mixte de recherche peuvent permettre peut-être et souligner les difficultés qu'il y a à faire valoir les personnes, les situations de dépendance, de précarité des personnes en situation de handicap psychique. Et voilà, donc j'espère que ces débats qui vont être menés pendant 48 heures vont permettre de développer les choses sur ces points. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Romain Amaro, je suis doctorant en sociologie. Alors, je travaille pas du tout, je suis intéressé par le programme Cap Droit, mais mon sujet de thèse est rattaché d'un angle très particulier à la thématique, puisque je travaille sur les usagers de drogue par voie intraveineuse et par voie normale, entre guillemets, dans la communauté gay et bisexuelle en France, la pratique du chemsex. Donc, la thématique de la dépendance et de la perte d'autonomie et de la capacité à prendre du pouvoir ou à en perdre via la prise de psychotropes se pose. Et donc, du coup, j'ai rencontré Benoît Hérault et l'équipe il y a 3 ans lors d'une conférence sur les contraintes. Et c'est vrai que j'ai pu exposer un exposé sur certains enquêtés qui étaient face à des contraintes institutionnelles psy dans leur parcours d'usager de drogue. Et donc, du coup, la conférence Cap Droit et le programme Cap Droit m'intéressent beaucoup en termes citoyens, en termes personnels, d'engagement. Je suis aussi chercheur pair, c'est-à-dire que je suis concerné par les enjeux. Du coup, je suis aussi une personne psychiatrisée, donc je fais partie de collectifs bénévoles. J'ai commencé par le collectif Icarus, qui est un collectif sur Internet. Et puis là, du coup, je ne sais pas s'il y avait Jean-Marc Le Gagneux qui était là, mais le collectif Periscope qui s'est monté là, il n'y a pas très longtemps. J'y suis que comme ça. Voilà, mais en tout cas, ce que j'espère de l'avancée du programme Cap Droit, c'est que, comme disait Valérie Lemar, on puisse mettre en lumière un petit peu les problématiques de vulnérabilisation et d'empêchement de prise de pouvoir et d'empowerment des personnes qui sont sous la contrainte, sous la dépendance, sous la vulnérabilité. Et j'ai aussi participé à la retranscription des entretiens des groupes locaux Cap Droit pendant cette… voilà.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Claire Romelard, je travaille à l'Université de Namur en Belgique, dans un centre de bioéthique. Et donc, j'ai rencontré, si je peux dire, j'ai pris connaissance de la démarche Cap Droit pendant la conférence, à la conférence de... Ah oui, d'accord. J'ai pris connaissance de la démarche Cap Droit à la conférence de 2015. Et donc, c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de la capacité juridique universelle. Donc, je connaissais l'article 12 de la Convention, mais je n'avais jamais compris qu'il pouvait receler cette idée de capacité juridique universelle. Et donc, ça a vraiment... Je me suis dit que là, il y avait vraiment quelque chose à creuser. Voilà, d'un point de vue juridique, c'est assez révolutionnaire. Et donc, j'ai essayé d'en parler dans le cadre de ma thèse. Donc, je célèbre avec vous les 1 an de ma défense de thèse. Et j'ai remarqué, en voulant parler au monde juridique belge, ou en tout cas francophone belge, déjà plus réduit, de l'observation générale numéro 1 et de la capacité juridique universelle, que c'était compliqué à faire passer comme message, même si on n'entendait pas imposer cette vision, ne fût-ce que d'essayer d'en discuter, c'était vraiment très compliqué. Et du coup, je me suis dit, il y a plein de choses qui se font en disability studies, etc., qui permettent de prendre connaissance des expériences, des opinions des gens pour qui on fait les lois, mais ça ne percole pas beaucoup, j'ai l'impression, dans les milieux juridiques. Et donc, j'ai eu envie de... je suis très heureuse d'être là parce que je voudrais essayer de faire les choses autrement pour mieux faire passer certains messages vis-à-vis du milieu juridique belge. Merci. On peut continuer avec les personnes présentes à distance. Alors, qui est-ce qui apparaît? Muriel, je te vois apparaître sur notre écran. Je te laisse la parole avec peut-être une première petite appréhension technique qu'on a. Quand tu vas prendre la parole, on va voir comment elle sent. D'accord. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Donc, je suis Muriel Rebourg, je suis professeure de droit privé à l'Université de Brest et je représente aujourd'hui l'équipe 8 Bretagne qui est dirigée par Françoise Leborgne-Huguin, qui elle est sociologue à l'Université de Brest et auquel participe également Gilles Raoul-Cormeille, qui est professeur de droit comme moi à Brest, en droit privé et spécialiste de la protection juridique des majeurs. Donc, notre équipe socio-juridique, on va dire, qui travaille de longue date ensemble, en fait, participe donc à Cap Droit, notamment pour évidemment ses compétences, on va dire, sur le champ du vieillissement et de la protection juridique des majeurs. Donc notre champ actuellement, c'est un travail bien sûr sur la capacité juridique, sur les figures d'accompagnement dans l'aide à la décision. Et puis bien sûr, le travail d'actualité, c'est aussi beaucoup les questions qui rejoignent une autre équipe du Grand Ouest, aussi de membres de l'équipe du Grand Ouest, sur les restrictions des libertés individuelles des personnes âgées actuellement dans le contexte Covid, notamment ceux qui sont en lieu de vie collectif. On travaille également actuellement sur le travail de familial de soutien dans le cadre de la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie et donc notamment avec des entretiens avec des aidants qui sont financés par cette prestation, ce qu'on appelle l'APA ici. Et puis Françoise travaille aussi, et ce sera peut-être l'objet aussi de restitution dans le cadre de la journée qu'on organisera dans le cadre de ce projet un peu plus tard, sur la transmission des savoirs d'expérience patient-pair, sur les prises de décision en matière de santé. Donc, c'est toute la question du statut, de la légitimité et de la professionnalisation en fait, des patients-pairs. Donc, bien sûr, nous ici, on a multiples intérêts à participer à cette communauté mixte de recherche.
notamment, comme l'ont dit mes collègues précédents, en tant que juriste, c'est vrai que c'est dépasser l'entre-soi des juristes et pour lesquels, c'est vrai, c'est pas évident la réception de ces réflexions, mais je pense que c'est tout l'intérêt justement de participer à ces communautés mixtes de recherche, de pouvoir avoir une meilleure connaissance des difficultés pratiques, une meilleure connaissance des expériences individuelles pour pouvoir justement nous réfléchir et pouvoir partager nos résultats de recherche, autant avec des universitaires, mais surtout aussi avec les acteurs de terrain, pouvoir vraiment participer à ces recherches participatives. En tout cas, en tant que juriste, bon, Françoise, qui est sociologue, a plus l'habitude. En tant que juriste, nous, on est vraiment intéressés par cela. Bien sûr, la dimension internationale du réseau aussi est importante pour nous, mais je pense que c'est plutôt plus vraiment confronter nos réflexions, nos analyses plutôt théoriques, on va dire, aux difficultés de terrain et à une meilleure connaissance pour nous, justement, de ces expériences individuelles. Donc voilà ce que je peux dire sur l'équipe Bretagne que je représente aujourd'hui. Merci beaucoup, Muriel. Peut-être qu'on peut continuer avec Stéphane Michelin. Oui, bonjour à tous et à toutes et à tous. Je suis Stéphane Michelin, je suis directeur général d'une union départementale d'associations familiales qui, comme beaucoup de ces structures, gère des services de protection juridique des majeurs. Je suis aussi donc membre d'une union régionale, l'URAF, qui porte et pour lequel je porte un projet européen sur lequel je présenterai pas encore les résultats, mais tout au moins la méthode et quelques pistes de réflexion. Projet européen qui s'appelle AD Choisir, qui s'appelle AD Choisir, donc de la mesure de protection à l'accompagnement du choix de la personne handicapée. C'est un projet qui était un projet Erasmus visant à étudier, aller observer de bonnes pratiques dans le champ de l'application de la Convention internationale des Nations Unies et notamment de son article 12. Donc, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure de cela. Nous sommes donc associés à la démarche Cap Droit au niveau régional, puisque notre union régionale a décidé de porter une communauté mixte sur l'ensemble de la région Occitanie. Alors, l'ensemble de la région Occitanie, c'est exagéré, mais on voit quelques départements de la région d'Occitanie. Que dire de plus que je suis aussi donc bien sûr intéressé par la communauté mixte parce que globalement c'est dans nos missions que à la fois de gestionnaire d'établissement mais aussi de notre mission médico-sociale que de s'intéresser à comment évoluent les prestations que nous devons rendre et que aux personnes que nous accompagnons. Je suis aussi représentant de notre union nationale dans les groupes de travaux interministériels qui ont lieu en cours, et peut-être certains d'entre vous y sont aussi, sous l'égide de la Direction générale de la cohésion sociale et de la direction aux affaires du Sceau, et sur les réflexions sur l'évolution des métiers de la protection juridique des majeurs. Et je suis aussi représentant pour notre union aussi auprès de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé, concernant l'évaluation des établissements médico-sociaux et la réforme la refonte des référentiels d'évaluation des établissements médico-sociaux. Voilà, en quelques mots, ma posture. Et après, je rejoins tout à fait ce qu'a pu dire Isabelle tout à l'heure. And as Isabel was saying earlier, when we're looking for meaning in what we do, it's absolutely necessary. Les droits des personnes, mais cette première protection individuelle passe aussi par une protection, je dirais, plus collective,
qui commence par de la sensibilisation, qui commence par une forme de militantisme, même si le mot n'est pas adapté, il me vient comme ça à Word l'esprit de cette façon-là. activist necessarily, but well, that's what it becomes with time. Je n'ai pas compris ce qui a été dit. Okay, that's pretty much it for me, I think. Et voilà. Il y a une traduction anglaise qui est arrivée au milieu. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, c'est bon, Stéphane, tu peux continuer. Oui, non, voilà, mais écoutez, je pense que vous avez dû entendre aussi la fin de ce que je disais. Donc, effectivement, je suis très, très intéressé par tout ce qui se passe dans la communauté mixte. Et voilà, donc j'ai à cœur de participer à ces travaux avec vous et je regrette de ne pas être physiquement à Lyon, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Merci Stéphane. Delphine Volozan. Bonjour à tous. Alors moi, donc, je suis Delphine Volozan. On va dire que j'ai deux casquettes aujourd'hui. La première, c'est je suis étudiante en Master 2 référente handicap à l'ISPEF avec Jennifer Fournier. Donc, c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai découvert la communauté. Hein. Et puis, je suis donc en formation professionnelle. Et donc, dans mon métier, je suis cadre de santé formateur à l'IFSI, donc l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Saint-Étienne. Voilà, donc je vais publier samedi pour la première fois. Donc aujourd'hui, pour moi, beaucoup de curiosité en fait, envie de découvrir, parce que je pense que ce que m'a montré le master depuis septembre, c'est que j'ai besoin de sortir de mon champ très médical, hein, très médico-centré, puisqu'avant d'être formatrice, je suis infirmière, mais voilà, je suis finalement entre pairs dans une vision très médico-centrée de la personne en situation de handicap, même si je pense avoir fait, avant l'entrée en IFSI et avant l'entrée au master, déjà un important pas de côté. Mais donc voilà, j'ai vraiment envie d'essayer d'aller questionner, comprendre. La question de la mixité m'intéresse beaucoup, d'abord par la pluriprofessionnalité, mais aussi parce que, et ça c'est quelque chose que je revendique auprès des étudiants, c'est qu'avant d'être une personne en situation de handicap ou une personne âgée, on parle d'une personne. Et je trouve très intéressant de pouvoir se dire qu'on accueille aussi, on débat ensemble, pas uniquement des universitaires, pas uniquement des professionnels, mais aussi des personnes qui sont concernées. Et puis, mon intérêt, un de mes intérêts, c'est aussi venir d'abord me nourrir de ces échanges et de l'ensemble de vos regards. Je découvre du coup que ça va au-delà de la région lyonnaise et c'est avec plaisir ce matin. Et puis, un peu aussi comment je peux peut-être poursuivre la recherche. Là, je suis dans l'écriture de mon mémoire pour le Master 2 et voir aussi comment je peux peut-être continuer, poursuivre et questionner. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Bernard de la coordination Cap Droit. Oui, moi, je suis dans une position un peu particulière, c'est-à-dire que ma caractéristique principale, c'est de me retrouver en hébergement d'urgence après des difficultés psychosociales, compliquées, anomalies de fonctionnement, mais qui m'ont laissé dans la rue avec quand même les dépenses de l'appartement qui m'appartenait, dans lequel s'étaient installés des vendeurs de drogue, avec la police qui a dit « vous partez, il reste ».
Sur ce, je me retrouve en hébergement d'urgence avec une situation où les gens qui m'ont agressé et abîmé chez moi sont toujours sur le haut du pavé et font du lieu une des principales plateformes de vente de drogue, on a dit d'Europe. Ma situation, c'est surtout d'être dans un hébergement d'urgence et de m'y sentir proche des personnes handicapées qui sont dans cet hébergement d'urgence. Il y a énormément de handicapés qui, sous un prétexte ou sous un autre, se trouvent privés de toute compensation du handicap et pour lesquels la réponse de la France aux questions du Comité des droits de l'ONU sur les droits des personnes handicapées est ils peuvent éventuellement être hébergés dans un CADA ou dans le dispositif national d'accueil, c'est-à-dire en fait aux côtés de gens qui ont des difficultés éventuellement autres, sans compter le fait que l'évolution de l'établissement de la mise en probation pour toute personne n'ayant pas plus de 4 ans de condamnation pénale fait que c'est le lieu où arrivent beaucoup de gens qui ont des difficultés et une certaine agressivité. Donc, il y a beaucoup de personnes handicapées qui se retrouvent dans un environnement où il y a un pourcentage de toxicomanes et de gens violents supérieur à la moyenne nationale. Et je n'ai pas réussi à faire que l'établissement où je suis accepte de faire un effort pour comprendre et faciliter la vie de ces gens. L'établissement en comprend plus que la moyenne des établissements parce qu'il est une des vitrines de l'humanisation des hébergements d'urgence et de ce fait, il y a beaucoup de gens en fauteuil roulant parce qu'ils ont des douches adaptées. Mais ça, c'est le seul élément d'accessibilité qui existe vraiment pour eux. Et j'aurais voulu qu'on se penche sur les prétextes qui font que des gens sont exclus de la prise en charge par les structures chargées de la compensation du handicap. Mais je n'y suis pas arrivé et disons que être l'homme qui a vu l'ours, ça n'est pas valable. Il aurait fallu pouvoir amener la parole de personnes parlant elles-mêmes de ce qu'elles ont vécu. Donc des témoignages qui soient pleinement des témoignages et qui surtout donnent une dimension humaine, qui ne soit pas celle d'une fable ou d'un pseudo-travail d'historien, c'est-à-dire l'observation par des gens extérieurs qui ne savent pas réellement de quoi il est question.
Donc ça, je n'ai pas réussi. Et j'ai une de mes convictions profondes, c'est que, excusez-moi d'être long, c'est que ça n'est pas simplement, comme dit le jugement du 4 juin du Conseil constitutionnel, ça n'est pas seulement des privations de liberté arbitraires. C'est pas bien de brimer quelqu'un, mais ma conviction, c'est que le fait qu'on puisse brimer quelqu'un sans recours effectif, ça supprime totalement l'existence d'une société de droit. Ça supprime totalement le fait que le droit puisse être une barrière au débordement d'un système d'attribution de fiefs et du fait que les responsables des fiefs aient droit de justice, comme les seigneurs du système féodal qui ont privé 80% de la population de leur droit plus élémentaire de pouvoir être propriétaires de leurs biens et de pouvoir léguer leurs économies à leurs enfants. Mais surtout, le fait de pouvoir être puni, d'être jugé par la personne qui les dépossédait. Et là où je suis, il y a une personne qui est décédée par étranglement par son voisin, et à ma connaissance, il n'y a eu aucune enquête, ou plus exactement, l'enquête s'est limitée à ce qu'on pouvait voir dans les parois du tiroir, entre les parois du tiroir de la morgue. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça recommence? Ça n'a pas d'importance. L'établissement chargé de l'accueil juge souverainement de ce qu'il doit faire. Et s'il ne fait pas de rapport, c'est pas grave. On répond à la personne qui a été agressée qu'il n'a pas à connaître ce qui était écrit dans le cahier de liaison entre les salariés de l'établissement. Ça, c'est le fait que cette dérive féodale continue et que ni la justice ni la police ne rentrent dans les établissements sociaux et médico-sociaux comme c'était strictement le cas dans les hôpitaux psychiatriques. Ces délégations du droit de justice à des gens qui n'ont rien à faire de la notion du droit. Ça, c'est particulièrement grave et j'aurais voulu qu'on puisse montrer un peu le mécanisme de ce dérapage. Merci, je n'y Bernard. suis pas. Pardon. Tu es arrivé déjà maintenant avec nous et il y aura de nombreuses autres occasions. Je passe la parole à Wayne Martin. Et là encore, Wayne, on a besoin de mettre les casques pour certains d'entre nous. On va juste faire l'essai et je te ferai signe pour dire si c'est tout bon. Okay. Good morning, and thank you for the organizers for making all this work. It's amazing.
And it's fantastic, Bernard, to have you in particular in this meeting and in these discussions. So my name is Wayne Martin. I'm an American, but I've been based in the UK for, well, 15 years or so. And I direct a research project on autonomy at the University of Essex here in the UK. I have been involved in Cap Droit and in Collectif Contraste before that for a number of years, and I always learn a huge amount from the meetings here. It's a real privilege to be included, so thank you for including me. Our group is a philosopher-led group. I'm also a participant in various lawyer-led groups and in some psychiatry-led groups and in some service user-led groups and in some family member-led groups and in some professional member-led groups. But one of the things here is to be involved in a sociology-led group. And that has been hugely beneficial to me in really enriching my perspective on the issues that we are concerned with here. So I look forward to extending and deepening that work here over the next few days. In terms of my own work, a lot of what I do currently is to provide research support to public bodies, government bodies, but other public agencies, both here in the UK and around the world. I work closely with the UK Ministry of Justice and with the Department of Health and Social Care. For the last year and a half, a lot of that work has been around COVID, and I direct a team that is working on the human rights disaster in care homes during COVID. I have also been leading a study in psychiatric hospitals that's been suspended because of COVID, where we are studying decision-making, both by clinicians and by patients in locked psychiatric settings. I'm working right now with the Human Rights Division of the Supreme Court of Mexico on CRPD law reform. So anyway, those are some of the things that I do. I guess, in the interest of disclosure, I think it's fair to describe me as a kind of a skeptic. I mean, in philosophy, we talk about a gadfly as regards the agenda of universal legal capacity. And I've written a number of reports for government bodies in which I've challenged some elements of the so-called new paradigm. But anyway, I expect that'll come out over the course of these few days. Merci beaucoup, Wayne. On s'excuse auprès d'Eleanor Flynn. On va avoir 10 petites minutes de retard pour le début de sa présentation pour pouvoir terminer le tour des présents. Et je donne la parole à Stéphie Lhomme. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, je me présente, je suis Stéphie Lhomme, je suis doctorante en droit. Je termine cette année une thèse de droit privé sur l'inclusion des personnes déficientes intellectuelles sans mesure de protection dans le droit français. J'ai débuté il y a 4 ans cette thèse, notamment par une convention industrielle de formation par la recherche, dans une association de parents d'enfants qui ont une déficience intellectuelle et qui, les parents n'ont jamais voulu des établissements médico-sociaux pour leurs enfants. Ils sont en milieu ordinaire et ils n'ont jamais voulu de mesures de protection pour leurs enfants. J'ai donc, là, cette année, au cours de ma recherche, réalisé le diplôme universitaire de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, afin d'équilibrer en fait ma vision de l'accompagnement et des mesures de protection. Donc, durant ces recherches, j'ai pu rencontrer Jean-Philippe Cobaud, qui fait partie de la communauté,
Et donc, je participe désormais, donc depuis très peu, hein, à un atelier en tant que facilitateur-chercheur, atelier Hauts-de-France. Donc, ce que ça m'apporte, hein, d'être là dans la communauté mixte de recherche, c'est tout d'abord la dimension internationale, qui est un gros apport pour moi, l'accès à un réseau pour ma thèse. Et puis aussi, je suis très heureuse de participer à une recherche appliquée, parce que pour moi, c'est très important de mettre les personnes dans la recherche. Et puis, je suis très contente aussi de faire participer dans l'atelier Cap Droit des personnes de l'association pour laquelle je dirige, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Stéphie. Je donne la parole à Catherine Lenzi. Oui, merci Benoît. Bonjour, je vais être rapide. Je suis Catherine Lenzi, je ne sais pas si on m'entend bien, sociologue. Alors, je regrette de ne pas pouvoir être physiquement avec vous. Voilà, je suis à Lyon, mais je dois cet après-midi me rendre à une assemblée générale. Donc, là, à l'heure actuelle, je suis encore directrice de la recherche et de l'enseignement supérieur dans un institut en région Rhône-Alpes, l'ENSEIS, pour quelques jours encore. Et donc, je rejoins en septembre la Haute École de Genève sur un poste de professeur dans le domaine du handicap et de l'inclusion. Moi, je suis très heureuse de pouvoir rejoindre cette communauté, alors plus à titre de chercheurs francophones, enfin étrangers là maintenant. Ça fait une dizaine d'années qu'avec une équipe québécoise, on travaille sur alors l'approche en fait de la question des publics vulnérabilisés tant par le handicap que par l'âge aussi et la maladie, sous l'angle des pratiques de la co-construction aussi des politiques publiques et de toutes les transactions qui puissent aussi se produire autant émotionnelles que dans le travail de care qui est réalisé auprès de ces publics. Donc, c'est plus sur le versant accompagnement des personnes qui nous permet aussi d'interroger la question de l'exercice des droits humain, de la capacité en tout cas de choisir sa vie, enfin de l'autodétermination. Donc c'est plus par rapport au public de personnes en situation de handicap, l'article 19 de la Convention de la CEDPH sur laquelle on travaille plus particulièrement. Voilà, ça fait une dizaine d'années de travaux en France et au Québec, aussi dans le champ du handicap psychique, dans un travail sur les configurations au domicile toujours, hein, et hors les murs, du triptyque personnes concernées, proches, père aidant et intervenants, avec un élargissement ces derniers temps avec la crise sanitaire, toute la question de l'écosystème aussi mobilisé et le rebond en fait du champ aussi des fondations associatifs, des groupes d'entraide. Dans cette réponse qui, à un moment donné, sur la question de l'accompagnement à domicile est vraiment essentielle sur la question de l'isolement des personnes et leur vulnérabilité au moment où les supports de l'intervention se sont en tout cas estompés et le relais a été pris aussi par des groupements solidaires. Voilà, c'est des questions mises au travail. Je suis très heureuse de pouvoir participer peut-être à ces 2 jours en pointillé, mais en tout cas d'être là. Merci à Benoît aussi, avec qui on collabore, avec d'autres équipes actuellement, et d'être là aujourd'hui. Voilà. Merci Catherine. J'essaye de passer la parole à Fabrice. Je ne sais pas si on va faire un nouvel essai technique. Fabrice Xil. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon? Oui, parfait. Oui, bonjour à tous. Je suis à distance pour le moment, je serai là cet après-midi. Je suis Fabrice Xil, responsable à l'Espace éthique Île-de-France de ce qu'on appelle les réseaux et directeur adjoint. Je suis surtout impliqué sur les questions d'autonomie, notamment en ce qui concerne les personnes vieillissantes. Et je suis depuis peu membre du CCNE. Et le CCNE, comme vous le savez, le Comité national d'éthique a beaucoup travaillé sur ces questions ces derniers mois. Voilà. Merci Fabrice. Pierre Ancet. Bonjour, je suis Pierre Ancet, je suis professeur à l'Université de Bourgogne en philosophie et spécialisé en philosophie du handicap. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec des personnes touchées par le handicap physique d'abord,
ensuite sur un programme concernant la question de la cécité et des compensations. Et enfin, c'est en ce moment un programme concernant l'autisme, notamment l'autisme jugé déficitaire, qui va m'occuper durant plusieurs années, avec dans tous les cas l'effort pour essayer de rejoindre le plus possible l'expérience intérieure de personnes qui, pour chacun d'entre nous qui ne sommes pas autistes, par exemple, posent tant de questions, tant de difficultés, y compris au sein des institutions. Merci Pierre. Paul Véron. Oui, bonjour à toutes et tous. Ouais. Oui, pardon. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Paul Véron, moi je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et je m'intéresse depuis quelques années, alors je suis spécialiste de droit de la santé et je m'intéresse en particulier au champ de la santé mentale et plus largement des vulnérabilités et du traitement juridique des vulnérabilités. Alors, je participe à plusieurs programmes de recherche. Accès droit, qui est centré sur la question de l'accès au droit des personnes vulnérables, et plus spécifiquement des obstacles ou des conditions, des déterminants de l'accès au droit des personnes vulnérables, en particulier dans le champ de la vieillesse et du handicap. À Nantes, je veux mentionner aussi un programme dont fait partie aussi Marie Baudel, d'ailleurs, qui est plutôt centré sur organisation du travail et santé mentale, un programme qui s'appelle Orgasen, qui est financé par l'adresse et qui s'intéresse justement aux questions de santé mentale au travail, et en particulier, pour ma part, et c'est également le cas de Marie, et donc je m'intéresse à la question de l'adaptation du handicap psychique au travail et l'intégration du handicap psychique au travail dans le cadre donc, de ce programme qui est piloté par un collègue travailliste, spécialiste de droit du travail. Et je fais également partie d'un projet donc, qui vient de se terminer, qui est le projet L'autisme, droit et autisme, qui s'intéresse plus spécifiquement à la question du traitement juridique de l'autisme, qui a été globalement assez peu étudié par les juristes, à la fois sous l'angle du traitement juridique des controverses scientifiques qui animent le champ, mais aussi des problématiques sociales, et en particulier la question de l'accès aux prises en charge. Je mentionne simplement aussi l'équipe nantaise, parce que je fais partie de l'équipe nantaise dans le cadre de la communauté mixte, qui elle sera composée donc à la fois de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, mais aussi de praticiens du droit, et en particulier d'une magistrate qui est JLD, juge des libertés et de la détention, qui intervient notamment en psychiatrie, d'une avocate qui intervient également sur ce type de contentieux, et de représentants d'associations d'usagers, qui travaillera plutôt sur la question du recours, justement, en psychiatrie, au sens large. Les recours, pas seulement les recours juridictionnels, mais quand on est interné, en particulier dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, de quel recours effectif, ce dont parlait effectivement Bernard tout à l'heure, de quel recours effectif au pluriel on dispose. Voilà. Et je passe la parole à Pierre-Henri Casamayou. Bonjour, j'interviens au titre de représentation civile, qui, avec Benoît Hérault et Siegfried Marc, qui étaient déjà intervenus lors de la précédente ConfCap en 2017, qui avait proposé une exposition de photos participatifs avec les groupes locaux Cap Droit, et ça avait donné lieu aussi à un diaporama sonore, peut-être certains l'avaient vu. Et à côté de ce dispositif, on avait proposé aussi un autre dispositif autour des moments de forum et autour de la conférence, qu'on avait appelé carte socio-artistique de représentation civile. On demandait aux participants, vous l'avez peut-être fait, d'accepter d'être pris en photo et puis de répondre à quelques questions sur la vulnérabilité à l'exercice des droits dans sa vie civile. L'idée, c'était un peu de travailler, de détourner le référent de la carte d'identité et sa morale d'état civil, pour reprendre une formule de Foucault.
Et donc aujourd'hui, pendant la conférence et aussi les CapLab, on vous propose une modeste restitution de ce dispositif. Ça sera sur un coin de table. 3 petites choses, une compilation de toute la matière recueillie, 158 participants, autant de questionnaires, tout ça. Vous pourrez feuilleter une première analyse statistique des réponses, un livret de recherche socio-artistique où là, c'est des pistes d'interprétation qu'on vous propose sur les référents de la carte, carte à jouer, carte de géographie, carte de visite et carte postale. Et puis donc, troisième élément proposé, 2 cartes postales que vous pouvez emporter, qui est une manière un peu de détourner cette carte d'identité, parce que la carte postale, elle est moins figée, elle voyage, elle s'adresse à quelqu'un et voilà. Merci beaucoup, et dire également que cette dimension de l'accessibilité par l'image, aussi peut-être par l'art, c'est aussi une dimension importante qu'on n'arrive pas toujours suffisamment à porter, à prendre le temps, mais en tout cas qu'on essaye aussi de la faire vivre au sein de la communauté mixte. Il y a d'autres groupes qui seront présents pendant la conférence, pour ceux qui sont présents sur site, qui pourront voir aussi d'autres propositions.